messieurs, dans cette émission, très heureux de vous retrouver dans cette émission, les invités de Mike, réalisée par Peggy Ladéon, que nous saluons et que nous remercions par la même occasion. On salue Danielle Borilla, notre directrice des programmes, Lady Sly, notre community manager, Jean-François Saint-Louis, l'homme à la baguette qui programme et assure le montage de cette émission. Une émission très intéressante aujourd'hui, mesdames, messieurs, avec deux invités, deux hommes, deux combattants, j'ai envie de dire, qui seront là. On va parler donc d'un pan de la vie chère, oui, les billets d'avion trop chers. On en parle avec nos invités d'ici quelques instants. Que vous soyez sur Free, soyez les bienvenus. Le canal 932 sur Orange, le canal 398 sur Bouygues. On est sur le réseau 407 et puis une émission que vous pouvez podcaster quand vous le souhaitez sur les différents réseaux de Télé Antilles. On est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur Telegram, on est sur Dailymotion, on est absolument partout. Merci de votre fidélité, que vous soyez au nord de la France, à Lille, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, où on nous regarde. Je profite pour saluer Daniel, qui nous regarde régulièrement, donc depuis Marseille. On reçoit ces petits messages. On salue du côté de Mulhouse, notre ami Raymond. Oui, bienvenue Raymond. Et puis à Lyon aussi, on nous regarde très régulièrement. On salue Lily. Merci à nos invités d'être là. Merci. Alors, on salue les milliers de téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Et en plus de téléspectatrices que de téléspectateurs, je tenais aussi à le dire. Messieurs, bienvenue. On est avec André Bazin, qui est donc le président donc, de l'UMD, Ultramarin d'Ubud. Bonjour au président. Bonjour à toi, Mike, et merci de nous recevoir. Alors, très actif. Alors, ce que je voulais dire, juste avant la présentation, très actif. Alors, on t'a beaucoup vu depuis ce combat contre la vie chère donc en Martinique avec le AirPrac notamment. Tu fais partie du AirPrac France aussi? Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Très bien. Avec Ultramarin d'Ubud, il y a déjà de quoi faire. Voilà. Donc, on laisse nos autres compatriotes, s'ils veulent remplir les rangs du AirPrac France, y aller pleinement, en sachant quand même qu'il y a un combat aussi à porter sur les billets d'avion. Donc, ils sont aussi les bienvenus chez nous, à Ultramarin d'Ubud, sans souci. Qui existe depuis 2023. Depuis 2023, fin novembre 2023 d'ailleurs, je dirais. Et puis depuis, on œuvre dans ce combat qu'on estime légitime. Légalement, on est tenu de le faire parce qu'on ne peut plus se permettre de voyager avec des tarifs où l'on voit que ça explose et on n'a pas de solution qui viendrait d'ailleurs. Mais on a des propositions pour tout. Pas de continuité territoriale, donc on paye les billets plein pot, sinon même plus cher que la normale. C'est plus cher d'aller aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, qu'au Japon. Ah bah oui, oui. Mais 2 fois la distance, mais 2 fois plus cher. On dirait même si on partait sur les mêmes destinations, en tout cas géographiques, les États-Unis, on a des vols à 400 €. Pour New York, par exemple. Ouais. Et on se retrouve chez nous à 1200, 1500, voire plus, tout dépend si on part en famille. D'accord. Donc là, c'est... Donc 3 fois le prix. Voilà. Donc par rapport à New York, on est à 3 fois le prix pour aller en Martinique ou en Guadeloupe. On va saluer également donc, le vice-président de la structure, donc c'est Louis-Philippe Mars. Exactement, Louis-Philippe Mars, vice-président d'Ultramarin d'Ubud, aux côtés d'André et d'autres de nos compatriotes, effectivement, qui ouvront depuis fin novembre. Et on continue, et nous verrons la Djebé là, on va continuer. Alors, j'ai envie de vous dire aujourd'hui dans cette émission, donc pour démarrer, donc on va parler donc de ce pan de la vie chère, parce que la vie est chère, donc particulièrement pour nos compatriotes sur les Antilles, mais de manière globale sur les Outre-mer, et pas seulement, parce qu'aujourd'hui dans l'Hexagone, tout le monde crie sur les prix, les tarifs, donc dans les supermarchés, dans les hypermarchés, on voit que les prix explosent, mais ils ont particulièrement explosé sur les billets d'avion qui nous permettent de repartir visiter la famille, de partir en vacances d'abord tous les ans, et puis à longueur d'année, maintenant on peut aller aux Antilles comme on va à Marseille, puisqu'il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup d'avions, plusieurs compagnies, ce qui est rare aussi sous les destinations des Outre-mer. Alors j'ai envie de vous dire, première question que je pose, ce combat contre les billets trop chers, on en parle beaucoup, mais pourquoi avoir monté cette association pour défendre cette cause ? Qui répond? Alors, je vais répondre parce que justement, c'est à la naissance de l'association, et je devrais dire plutôt du mouvement citoyen qu'il y a eu dès la fin novembre. Et en fait, pourquoi ce mouvement citoyen a été créé en novembre?
C'était suite à un 49.3, à l'époque c'était Elisabeth Borne qui était Premier ministre, et en fait c'était Johnny Ajar qui avait porté justement, qui avait déjà fait un gros travail d'enquête parlementaire auparavant, et qui avait demandé une dotation qui montait à hauteur de 500 millions pour la continuité territoriale. Cette proposition avait passé d'ailleurs toutes les chambres, aux côtés des députés et des sénateurs. Et en fait, il y a eu ce 49.3 qui a dit on retoque. Non, on retoque. Et là, en fait, ça a été. Donc, il y a eu 2 de nos compatriotes qui sont dans l'association aujourd'hui, Tifrère et Charles, qui ont dit non, on ne peut pas laisser ça passer, parce que très souvent, il y a des choses qui sont décidées pour nous et on ne s'en rend pas compte. Donc là, c'était de ces 2 personnes-là qui a dit il faut qu'on fasse monter, on va dire, l'information et faire prendre conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Du coup, il y a eu un mouvement citoyen qui a été créé. Ils ont appelé des personnes qu'ils connaissaient, qui étaient très proches, dont moi et d'autres personnes, pour grossir les rangs de ce mouvement citoyen. Donc ça a été en novembre. Et puis après, il y a eu une pétition qui a été montée. La pétition a eu pas mal de succès tout au début. Et puis on s'est dit, s'il y a autant de gens qui nous suivent, c'est que c'est important pour tout le monde, c'est important pour nos compatriotes. Et comme tu le disais, c'est pas simplement sur les Antilles, parce qu'on a également contacté des personnes sur la Réunion, Mayotte, etc. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose de plus gros que juste un mouvement citoyen. D'où la création par la suite de l'association en mars 2024, qui est devenue une association maintenant pérenne. Et puis on continue avec cette association-là. Mais le départ, c'était pour aller vers cette continuité territoriale. Il y a un député, Johnny Ajar, qui avait demandé cette dotation et qui nous a été refusé. Là, on s'est dit non, il faut qu'on bouge. D'accord. Alors, pour parler de continuité territoriale, on va le dire. Donc, nos amis corses bénéficient donc de cette continuité territoriale. Donc, pour les voyages entre le continent et l'île de Beauté. Et malheureusement, les Antillais, donc les ultramarins que nous sommes, au-delà des Antilles, au-delà des Antilles, on ne bénéficie pas. Il y a aucune région d'outre-mer qui ne bénéficie de continuité territoriale. C'est pas juste de te dire ça comme ça. Il y a une continuité territoriale qui existe, mais qui n'est pas à la hauteur. Si on prend le cas de la Corse se retrouve avec 187 millions d'euros tous les ans de dotation pour la continuité territoriale, ce qui est loin des autres DROM, on va dire ça comme ça. Les 5 DROM qui restent doivent se partager 35 millions. Donc 35 millions divisé par 5, il ne reste pas grand-chose en réalité. Donc on s'aperçoit et ce n'est pas divisé équitablement, donc je présume que ce n'est pas 35 millions divisé par 5. Exactement, ce n'est pas vraiment divisé correctement. Et on est loin du compte, donc on est loin d'avoir une dotation pour, en tout cas, la collectivité territoriale. Alors moi, je suis de Martinique, Louis-Philippe aussi, mais on imagine bien que les autres collectivités territoriales ou conseils régionaux n'ont pas les moyens, les fonds pour pouvoir assurer la prétendue continuité territoriale via la mobilité, donc via le billet d'avion. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est strictement réglementé, cadré, puisque n'y a droit qu'à des personnes qui sont à la recherche de travail, des étudiants, et encore sous condition de ressources. Donc, quelqu'un qui aura un stage à faire, à la limite, on veut bien prendre en charge une partie du billet d'avion ou le billet d'avion, mais ça ne correspond pas à la somme des personnes qui sont en mesure, en capacité de voyager, et en sachant le prix, en tout cas, de la vie, le coût de la vie dans nos territoires, on comprend bien qu'on n'a jamais les moyens, si ce n'est que de faire un crédit pour pouvoir prendre un billet et soit se déplacer pour travailler ou autre. Alors, ceci dit, il me semble qu'on avait donc un dispositif qui existait sur la Martinique. La DOM. Voilà. En dehors de la DOM, il y a quelques années, qui avait été donc mis en place par un certain président de région. Et alors, on s'était vite rendu compte que c'était souvent les mêmes qui voyageaient. Ils n'ont pas peur des mots. Ouais. C'est malheureux. Ouais. C'est-à-dire que l'idée de partage, notre combat... Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Oui, moi, j'ai pas de souci avec ça. Et on va pas re-questionner. Il y a des choses qui ne sont pas bien, qui ont été faites par le passé. Et ces choses-là, il ne faut plus que ça se reproduise. Il ne faut pas qu'on puisse se retrouver dans des situations où finalement, c'est toujours les mêmes qui profitent
de quelques, on pourrait appeler ça des avantages, et encore, je pense que c'est indu quelque part, donc l'ensemble de la population d'un territoire concerné a droit à cette possibilité, et ça ne peut pas être systématiquement le même. Donc il devrait y avoir un système de roulement, et si ça fonctionne bien, en réalité, tout le monde peut y trouver son compte. Maintenant, on a toujours des gens qui sont un tantinet plus voraces que d'autres, qui ont toujours envie de plus, sauf que le plus pénalise ceux qui sont dans la population. Donc, à mon sens, ce qui a déjà été mis en place, ce qui a déjà été fait, on ne peut plus reproduire ça. On est censé avoir appris de nos erreurs du passé et changer la donne aujourd'hui. Très bien. Alors, je sais que vous n'êtes pas des politiques, vous êtes des acteurs donc associatifs. Tout à fait. Vous défendez une cause, mais qui pourrait donc servir à 3 millions de personnes, puisque des originaires d'outre-mer, donc on est à peu près 2,9 millions, 3 millions donc, voilà, sur l'Hexagone. Alors, quels sont... Oui. Juste pour préciser, parce que toi tu parles de l'Hexagone, mais on se bat également, parce qu'il y a cette continuité territoriale, elle doit également s'appliquer sur les déplacements entre les territoires. Donc si tu veux, ça ne concerne pas que... C'est vrai que très souvent on précise que ce n'est pas que les allers-retours entre l'Hexagone et les départements, mais c'est également entre les départements entre eux. C'est-à-dire qu'on a également les témoignages des gens de la Guyane qui vont pour travail ou autre, entre Guyane, Guadeloupe, Martinique, etc. Et imagine également en Polynésie, de toutes les îles, toutes les archipels, pour voyager entre. Normalement, la continuité territoriale doit s'appliquer également pour ce type de déplacement. Alors, avant de revenir sur les vols, ce qu'on appelle les vols régionaux, en fait, en quelque sorte, moi, je voulais vous poser la question donc, à André Bazin et à Louis-Philippe Mars. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les prix des billets, ces billets qu'on paye pour ne serait-ce que retourner visiter la famille ou partir en vacances, à retourner donc, sur nos terres d'origine, soient aussi chers? Quel est le constat qui en est fait aujourd'hui concrètement au sein de Ultramarins Debout? Alors, si je dois répondre à ça, et en me basant sur les combats qui sont menés depuis des années, parce que nous ne sommes pas les premiers dans ce combat contre les billets trop chers en réalité, parce que ça existe depuis un paquet de temps. Je dirais que si on doit prendre les mêmes mécanismes qui existent pour la grande distribution, en exagérant et en forçant vraiment le trait, on est dans le même moule, dans le même procédé. Nous sommes de toutes les façons une population captive, donc quoi qu'il en soit, on paiera le prix, qu'il soit fort ou qu'il soit modéré, voire nettement inférieur, on paiera le prix pour pouvoir voyager. Population captive, c'est démesuré quand même. Un captif, c'est un animal. Ah non, mais alors, est-ce qu'on a vraiment changé? Non, mais moi, je me sens pas comme étant un captif. On est là, on discute très tranquillement. Oui, mais ne te sens pas, c'est pas toi qui devrais te sentir. Oui, mais je représente ma communauté quand même. Je veux pas dire que je représente toute la communauté, mais voilà, dire qu'on est captif. Alors j'ai une question pour toi dans ces cas-là. Est-ce que tu peux choisir la compagnie sur laquelle tu vas voyager et qui va t'assurer que tu paieras moins cher que ce qui existe là réellement? T'as l'impression que les prix sont entendus? Mais en fait, oui, peut-être que les prix sont entendus, mais donc, souvent quand on va en agence ou on va sur les réseaux, donc acheter un billet d'avion, puisqu'on peut les acheter librement, donc on a la possibilité donc de faire une comparaison et on va, quand on le veut, on va sur le moins cher. On essaye de trouver une compagnie moins chère. On a de la chance, et d'ailleurs on les remercie, que ce soit Voyage Antillais ou d'autres qui existent sur le marché. Alors, ce ne sont pas des compagnies, ce sont des voyages. Ce sont des tours opérateurs, mais qui nous proposent pour le coup des billets parce qu'ils achètent en volume et ça permet peut-être de réduire les prix. De négocier. Mais en réalité... Ce qu'on appelle du gire, d'accord. Oui, c'est-à-dire que toi tu ne sens pas le côté captif, mais pour le coup c'est peut-être justement ces tours opérateurs qui eux sont obligés de batailler pour permettre que toi, tu n'es pas ce ressenti. D'accord, mais ce ne sont pas, on le rappelle, donc ce ne sont pas les voyages. Alors souvent, on me dit, parce qu'on me croise dans la rue, parce que je travaille aussi avec une agence, Voyage Antillais, donc pour la citer à nouveau, on me dit, oui, mais toi qui voyages avec Voyage Antillais, tu es partenaire, je trouve que les billets sont particulièrement chers chez eux. Mais ce ne sont pas les compagnies qui décident le prix des billets d'avion. Disons très clairement les choses aussi aujourd'hui. Non, ce n'est pas les compagnies qui décident seules. Enfin, les compagnies, ce ne sont pas les agences de voyage. Ni les agences, de toute façon, elles ne font que subir. D'accord. La seule chose qu'elles réussissent à faire, c'est justement cet achat massif qui permet de dire qu'on réduit, puisque comme c'est une offre commerciale, si tu achètes en quantité, en masse, forcément, on va te faire un tarif, une réduction.
Donc là, eux, ils bénéficieront de cette réduction, ce qui permet effectivement d'avoir du volume à proposer. Mais au-delà de ça, moi qui ne voyage pas particulièrement avec Voyage Entier, je ne peux pas profiter de ce tarif-là. Mais c'est un choix. Je ne vais pas critiquer pour le coup ce qu'ils font, et ils le font très bien, tant mieux. Il y en a qui peuvent en profiter, et ça ne va jamais plaire à tout le monde, mais ça a le mérite d'exister. Donc ceux qui peuvent en profiter, qu'ils en profitent, très bien. Mais en attendant, la majeure partie de nos compatriotes, quel que soit le territoire d'ailleurs concerné, se trouvent dans une situation où ils n'ont pas d'autre choix. D'accord. Aujourd'hui, très clairement, donc, on a 3 compagnies. Alors, on peut les citer puisque on les connaît. Donc, il y a Air France, il y a Corsair et il y a Air Caraïbes, qui sont donc les 3 prestataires qui assurent des vols directs quotidiens en direction donc, de nos départements d'origine. Donc, Martinique, Guadeloupe et puis Guyane également. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, donc, il y aurait donc une entente déguisée, délibérée donc, de ces 3 compagnies pour un petit peu afficher les prix au... Je dirais que ce n'est pas nous seuls qui le disons. D'autres qui sont mieux placés ailleurs sous-entendent qu'effectivement, et même le ministre des Outre-mer, ministre d'État, Manuel Valls. Voilà, dit il y a un truc qui va pas, c'est pas normal d'avoir des prix comme ça. Il n'y a pas que lui. On a Monsieur Ruffin, François Ruffin également. Il dit c'est quand même pas logique. J'ai voyagé récemment justement pour les problématiques de vie chère et d'eau. Et je me rends compte que en réalité, nos compatriotes ultramarins ont de grandes difficultés à voyager, et on a le sentiment que tout le monde se tient la barbichette là-dedans pour se dire que ce sera ce tarif-là qui sera appliqué. Et allez, tu es autorisé peut-être à raison de 50 €, peut-être à être en dessous ou machin, mais on choisit le créneau, le machin, et puis voilà, tout va bien. Donc oui. Alors, ils ont été épinglés officiellement quand même par la Cour des comptes uniquement pour les voyages régionaux. Ouais. Et effectivement, pour en tout cas l'Hexagone, les nationaux, ça n'a pas été identifié très clairement en tant que tel. En revanche, c'est vrai que surtout depuis le Covid, il y a eu pas mal de reports, on va dire, ou de récupération par rapport au prix. C'est ajouté à cela le kérosène surtout depuis cette année. Taxation supplémentaire. Exactement. Et la TSBA. Là, il y a la nouvelle taxe, la TSBA, qui est encore on va dire en décision. Pour en plus aller soulager donc le ferroviaire. Exactement. Qui n'est même pas forcément une taxe. Exactement. Et aussi pour, on va dire, mettre en place un certain nombre de projets. Là, on se rend compte, c'est vrai que là-dessus, sur toutes ces taxes qui sont rajoutées, c'est vrai que les Corses tirent tout le temps leur épingle du jeu, parce que chaque fois, ils essaient d'avoir une dérogation. Et de fait déjà qu'ils aient déjà cette continuité territoriale, on remarque qu'ils arrivent à bien jouer leur jeu pour éviter, on va dire, toutes ces taxes supplémentaires. Ce qui fait que il y a cette limitation qu'ils peuvent avoir, que nous, on n'a pas. Et du fait de ne pas avoir ces plafonnements, de ne pas avoir ces subventions, de ne pas avoir ces dérogations, c'est vrai que les compagnies se sentent, on va dire, un petit peu plus libres de poser leur prix sur nos territoires. Alors, on parlait de Louis-Philippe, donc tu parlais donc de la Cour des comptes qui épingle, mais là, ça relève de la fraude, puisqu'on rappelle que légalement, il ne doit pas avoir d'entente entre les 3 compagnies pour permettre d'avoir la concurrence libre et non faussée, soi-disant. Ouais. Mais finalement, quand on est dans une situation d'oligopole, je dirais, il n'y a pas besoin de se poser la question. Je le redis, quoi qu'il se passe, on va devoir voyager. Donc, pour quelle raison on va se poser la question? Donc, on met un prix. Ceci dit, le prestataire, donc, il vend des billets, ils se disent, bon, ben voilà, eux, ils vont partir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, on mettra donc, un billet à tel tarif, tel barème, et puis ça va chipoter un peu, mais il y a l'habitude, il y a qu'un prix. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est très clairement ça. C'est même beaucoup ça. Ouais. Mais que peut-on faire justement pour... si on boude et on demande aux compatriotes donc, de ne pas voyager, ne serait-ce que sur une période d'1 an ou 2 ans, c'est pas possible. Quand il y a des décès, quand il y a des malades, on sait qu'il y a des transferts... les Antilles vers l'Hexagone, l'Hexagone vers les Antilles. Donc, il y a un flux massif quand même de personnes pour des raisons de santé et autres.
compliqué de dire aux gens, bon voilà, on va bouder les compagnies, on va pas voyager. C'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. On avait à un moment essayé, histoire d'éveiller les consciences et de faire prendre conscience, surtout aux compagnies, de la manne qu'on représente. On avait essayé, nous, Ultramarins d'Ubud, de sensibiliser nos compatriotes et leur dire on peut boycotter pendant 2 semaines tous les mois, histoire de voir, et on devait étudier l'impact sur les prix ou sur les comportements. Mais Louis Mars, c'est de l'utopie, c'est pas réalisable. On a essayé. D'accord. Si nous va rester, nous va arriver. Nous pas ça non, mais nous savons que nous, on a les parents, on a les qui sont malades, on a la. Non, mais il y a toujours des exceptions. Voilà. On disait pour les exceptions, effectivement, il n'y a aucun souci, ça passe. Et il y a une étude encore très récente pendant cette période-là qui a montré que justement les gens voyagent de moins en moins, on va dire, pour les loisirs. Et c'est vraiment des nécessités professionnelles, santé, effectivement, comme tu dis, éducative, etc. Et que justement, ce sont des raisons impérieuses. C'est pas vacances nous aller, c'est pas loisirs nous fait. Est-ce que vous avez pris l'avion? Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que vous avez pris l'avion en période dite basse saison, donc pas de vacances, pas de vacances du tout. Genre, on enlève Carnaval, on enlève Noël, on enlève Pâques, on enlève. Vous avez pris l'avion sous des périodes dites creuses? Moi, non. Ouais. Je travaille toute l'année quasiment comme dirait l'autre. Donc, en allant pour aller aux là, assises. les assises populaires, mais c'était à quelle période les assises? Là, au mois de juin, là. Ouais, au mois de juin. Justement, c'était hors période. Et c'était hors période. Alors, question que je pose, ton avion était rempli ou vide? Ah non. Non. Bah là, vide. Et nous, c'était mis en piscine olympique à l'avion. D'accord. J'exagère, hein, mais je te dis qu'il y avait de la place dans l'avion. D'accord. Là, les gens auraient pu prendre. Et quand on dit ça, je trouvais déjà, ne serait-ce qu'à la période où c'était, juin, on n'est pas encore dans la période rouge. Normalement, ça aurait dû être aux alentours de 400 €. Mais vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi enfin, je sais pas, parce que moi, ça m'arrive donc de voyager peut-être un peu plus régulièrement que vous, mais pas plus que vous non plus. Mais tu bénéficies des maïs. Non, mais des fois, sur certaines périodes où on est censé donc ne pas avoir ni de vacances, ni... Les avions sont toujours pleins. Les avions sont toujours pleins, messieurs. Mais de qui? Donc, quand les compatriotes ne voyagent pas, il y a d'autres personnes qui voyagent. Voilà, et les avions sont toujours pleins. Et ça veut dire que ces personnes-là qui voyagent donc, à longueur d'année, qui vont voir donc, les cousins, les cousines qui sont installés aux Antilles, parce que n'ayons pas peur des mots, c'est ça aussi. C'est ça. On ne va pas de manière occasionnelle maintenant aux Antilles. On va voir la famille qui est partie là-bas, qui s'est installée. Et les avions sont toujours remplis. C'est pas si juste que ça. Excuse-moi, Mike, je te dirais que pour le coup, pour l'avoir vu l'année dernière quand je suis parti pour mes vacances, pour mes congés, j'ai découvert des gens effectivement qui ne sont pas originaires de notre territoire en tout cas, et qui sont arrivés là parce que, comme dit l'autre, il y a une chanson qui prétend que la misère elle est plus belle au soleil, soi-disant, hein. Tu vois de quelle chanson je veux parler, et tu t'aperçois que les gens, quand ils touchent leur dernière allocation, ils se disent, tant qu'à faire, au moins je vivrai d'amour et d'eau fraîche, comme dirait l'autre, ou en tout cas, je pourrais toujours récolter en arrachant d'un arbre quelque chose qui ne m'appartiendrait pas, et je pourrais toujours vivre. C'est beaucoup plus facile ailleurs, donc chez nous, par exemple, qu'ici, en Hexagone. Et effectivement, tu te retrouves avec des gens, alors moi, pas l'habitude, et clochard, ou SDF, hormis, et mon mec qui ressemble nous, on va de plus en plus en bas maintenant, des gens qui sont sortis d'ici, hein. Et donc, ces gens-là, ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas tenu pièce but d'autres qui te disent, nous allons profiter en dernier coup. La misère est moins dure au soleil. C'est moins dure au soleil. Donc, on a des gens qui voyagent, qui n'ont pas forcément un intérêt matériel ou immatériel, et puis moraux, qu'on dit ou familial, mais qui voyagent. Et puis, je te dirais qu'il y a des choses qui sont organisées pour permettre que, justement, des gens qui n'auraient aucun intérêt matériel ou moraux dans nos territoires puissent le faire, puisqu'il y a des agences, des compagnies qui se montent pour faciliter l'accès à nos territoires par un logement, peut-être même trouver un travail, un véhicule. Toi, il va falloir que tu galères comme pas possible si tu veux passer par les systèmes légaux. Donc, nous, toujours qu'à trouver un petit système D pour nous payer ça des merdes comme nous. Mais tout ça contribue aussi à faire que la vie chère et le billet d'avion ne soient pas si faciles pour nous à payer. Donc, il y a des gens qui sont aidés dans tout ce qu'ils font, et puis d'autres pas du tout. Et après, on vient nous parler de continuité, mais qui dit continuité dit égalité. Voilà. Or, on est encore loin de l'égalité, là.
Donc il faut qu'on prenne le temps de mesurer chaque action que nous voulons faire en direction de dire je rentre au pays. Pour quelle raison je suis par exemple obligé de partir? Parce que j'ai des problèmes de santé. Avant que tu partes de Martinique, Mike, avant que tu n'arrives pour tes premiers jours dans le territoire du froid, il y avait un système de santé. Tu as du mal à dire la France. Non, parce que non, je veux utiliser tous les champs du possible. Là, nous va venir en France. Non, on va utiliser tous les champs du possible parce que je dis poésie, nous avons fait poésie aujourd'hui. Tu avais un système de santé. Donc, c'était pas les personnes âgées ou les personnes malades qui voyageaient particulièrement pour des problèmes de santé. Sauf si, là, t'es grave. Là, c'est pas le cas. Aujourd'hui, tout est dégradé. Il n'y a plus de système de santé debout qui envahit le coup. Les hôpitaux, donc après l'AMENA, c'est plus l'AMENA, ça finit. Donc, les gens sont obligés de voyager. Tu as un cancer, tu es obligé de venir ici. Or que on pourrait très bien faire les protocoles à distance et machin, et puis il y a ça qui existe, on envoie. Non, tu es obligé de venir ici faire des soins. Bon, je trouve que on y a perdu énormément, et après on vient nous parler d'égalité. Il y a plein de choses qui sont inscrites et dans la Constitution et dans les droits de l'homme qui devraient s'appliquer à nous, et puis on en est loin. Donc, si on doit parler de ça, si on doit parler de continuité, on met tout à plat à table, et puis on regarde ce qui se passe. Les Corses, tous les ans, en fait, ils sont contraints parce qu'ils estiment qu'ils sont lésés. C'est ce qu'ils nous disent, les spécialistes corses. Dans les APVC, on a eu un gars de Corse qui est intervenu, qui expliquait que tous les ans, au-delà des 187 millions de dotations qui leur sont données, ils réclament 40 millions à chaque fois. 40-50 millions. En plus. Donc, ça veut dire que c'est déjà insuffisant pour des gens qui sont à 200 km de la métropole. Du territoire. Et nous, qui sommes beaucoup plus loin, et ça va même plus loin que ça. Parce que, pour le coup, si tu as loupé ton avion, si l'avion a un problème, on parle de l'histoire d'assurance, tu prends une assurance et puis tu espères bien te faire rembourser. Aujourd'hui, on est capable de nous sortir, nous, les territoires d'outre-mer, de ce champ d'application des assurances pour dire que pour nous, ça ne va pas s'appliquer. L'histoire des 600 ou 800 euros que tu aurais pu avoir pour te faire dédommager le fait que l'avion ait du retard ou ne soit pas parti, non, on va te l'enlever, ce sera au minima. Donc tu partiras qu'avec 400 euros. On est bien à la distance réglementaire des plus de 3000 km de distance. Nos territoires, c'est quoi? 5-8 000, voire plus. Et on trouve Voilà, donc on trouve le moyen de nous dire que même ça, on exclut des possibilités de se faire rembourser. Mais allez, pour rendre hommage à une de nos camarades de Martinique, mais qui vit en Guadeloupe, Sabrina Cajoli pour la citer, avec son combat de son association Quimbered sur la problématique de l'eau et du chlordécone aussi, on s'aperçoit que ce qu'elle a évoqué auprès des parlementaires, donc de la délégation outre-mer de l'Assemblée nationale, qui concernait la Charte sociale européenne, on voit bien que nous sommes toujours exclus de ça. Donc, on ne sera jamais considérés comme les égaux des gens de France. Et puis, on peut continuer à appliquer tout ce qu'on veut. C'est pas grave, ils paieront, ils sont là pour payer. Le côté captif, tu vas le retrouver dans tous les champs, tous les domaines d'application de ta vie. Exactement. Il faut simplement se poser et regarder exactement ce qui s'applique à d'autres que tu n'as pas le droit, toi. Il faut prendre le temps de faire cet exercice-là. Et après, le côté captif et le côté égalité se retrouvent dans social, économique, vraiment dans tous les volets de la société, en fait. Alors, autre question pour vous, Louis Mars, Philippe Mars et André Bazin. Voilà, sur ce problème, donc criant donc de la vie chère, mais particulièrement donc sur les billets d'avion trop chers, donc envers donc nos populations. Quelles sont les démarches entreprises auprès des organismes d'État, je parle même du gouvernement et autres, les compagnies aériennes, mais également les élus politiques. Ceux qui sont là, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, ceux qui sont au Sénat, qui prennent des décisions et qui peuvent aller également défendre nos intérêts. Vous les avez rencontrés ? On les a rencontrés, effectivement. Et comme tu dis, effectivement, il y a ces deux axes de travail. Il y a l'axe politique qui va, on va dire, se concentrer, se focaliser sur justement cette partie spécifique de la continuité territoriale. Et pour cela, on a besoin des politiques et des gens qui légifèrent
Donc on a besoin de nos sénateurs, on a besoin de nos députés, on a besoin d'interpeller les personnes du gouvernement, puisque de toute façon, cette petite machinerie, c'est de tous les gouvernements qui se sont succédés, et ça a toujours été la même chose. On essaie d'interpeller les gens pour leur dire, écoutez, il y a une réglementation européenne qui est, elle, appliquée dans d'autres pays de la communauté, comme l'Espagne, le Portugal et même les Pays-Bas, qui plafonne les prix des billets pour les ressortissants de leur territoire détaché, qui applique un certain nombre de dispositifs, dont la Corse pour la partie française, mais qui ne nous est pas appliqué. Comment ça se fait ? Comment est-ce qu'on peut y arriver ? C'est un droit, c'est vraiment un droit. On a droit à cette dotation, on a droit à cette continuité territoriale, et elle n'est pas faite. Donc là-dessus, on rencontre les députés, on essaie de faire fédérer, on va dire, tout le corps politique, ne serait-ce que ceux qui représentent tous les territoires qu'on défend dans notre combat, pour leur dire, essayez de vous mettre ensemble et de porter justement cette voie-là pour essayer de créer une brèche pour que soit appliquée cette continuité territoriale, pour l'imposer. On était à 2 doigts justement avec Johnny Ajar lorsqu'on a été retoqué. Donc, retentons la chose tous ensemble. Ça, c'est pour la partie quand on parle politique. de retoquer, est-ce que ça n'a pas été une supercherie Oui. de l'Assemblée nationale, du Sénat et autres, de dire, bon, ben voilà, Je suis bien on affirmatif. va voter, Oui. mais de toute manière, on sait qu'il y aura un 49 voix et que ça ne passera pas. Je te dirais Je sais que la politique, c'est toujours l'art de tromper les gens. Et ce qu'on a le sentiment de voir... Non, mais je ne peux pas te laisser dire ça. Non. Ah oui, c'est Non, vrai. non. Alors, autant Oui. je suis merci. pas... J'ai Non. trouvé quelqu'un T'as qui trouvé demande- quelqu'un qui me permet de... Non, autant je suis pas un homme politique, mais Oui. la politique, c'est quand même la science qui doit étudier donc la vie, la société et amener les solutions pour améliorer. l'améliorer. On est d'accord. On n'a Tout à jamais fait, dit on le est contraire. d'accord. Hein. Oui, mais Mais je par peux pas contre, te laisser on dire développe que un art. c'est voilà. On développe un art, c'est-à-dire que pour t'emmener là où tu veux espérer aller, d'abord je vais te faire un détour. Ouais. Et comme ça, peut-être que tu vas oublier la moitié de ce que tu avais prévu. Ouais. Et puis on va passer ailleurs. on va désosser Oui. ta proposition. Donc Voilà, voilà. t'as compris. Mais Donc, l'idée originale, elle est belle, il n'y a pas de problème Ouais. de ce côté-là. Donc maintenant moi j'ai au Sénat, l'Assemblée Oui, nationale, et- tu vas Pour un seras ralenti, combien t'as nous voilà. à Donc, tromper on va quand il y te aura mettre un bien, mais combat. tu vas oublier ton projet. Non, c'est Mais- pas toujours ça en fait. Mais Alors, c'est pas toujours ça, parce qu'on a des gens qui partent avec l'idée de faire bien. Ouais. Et je veux croire que les femmes et les hommes politiques de nos territoires, au départ, avant qu'ils ne plongent dans ce grand bain et qu'ils ne voient qu'à force d'essayer, ils tombent sur quelque chose de complètement dramatique pour eux et qu'ils ne parviennent pas à ne serait-ce que faire des fois une proposition de loi, eh bien ils désespèrent et puis ils finissent par ne plus rien produire. Ils sont là, ils attendent. Alors ils essayent, hein. Il y en a qui essayent vraiment de combattre. On en a quelques-uns. Ils sont pas des méritants de ce côté-là, mais c'est insuffisant. Alors est-ce que c'est insuffisant parce qu'ils sont pas nombreux? Ouais. Moi je dis que c'est pas que en ça. même temps, à l'Assemblée, on a quoi 27, En fait- 27 Oui, députés mais- pour parler des Outre-mer sur T'as 577. remarqué à quelle heure on En parle En fait, moment c'est donné, ça. ouais. Voilà. Exactement. Hmm. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les Outre-mer, ça passe tard ou ça passe tôt. Quand on y est, d'ailleurs, on voit bien l'Assemblée est quasi vide lorsque la position de Béatrice Bellez était sur la vie chère. On y était, il n'y avait même pas le quart de l'Assemblée. Effectivement, ce poids qu'on représente à l'Assemblée est peut-être peu. Et peut-être effectivement que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire prendre conscience à toute la communauté politique, puisque c'est quand même quelque chose qui concerne les Français, même si c'est qu'une partie des Français, ça concerne les Français, et que voilà, on n'a pas assez de poids peut-être. Alors, Louis-Philippe Mars, pardon, donc en dehors donc, de cet aspect politique que vous évoquiez, donc tous deux ici dans cette émission, alors on rappelle que vous parlez donc de subventionner à travers donc Des dispositifs. voilà des dispositifs, mais en même temps, c'est pas l'État français, c'est pas le gouvernement qui est responsable donc de la hausse des prix des billets d'avion vers nos régions de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de Réunion, de Mayotte et d'ailleurs. On est d'accord. Louis-Philippe, tu me permets? Vas-y, je t'en prie. Alors, Mike, Oui. écoute-moi bien. Quand on met tout en œuvre pour que finalement il n'y ait pas d'acteurs ou que la concurrence ne puisse pas jouer pleinement son rôle, en réalité, on participe.
c'est une forme de stratégie aussi. On est dans un statu quo qui permet qu'il n'y ait jamais de changement, et donc on contribue, même de manière pas active, mais justement par l'inaction qu'on y met. C'est indirect. C'est indirect, mais c'est là. Mais c'est là. Et pour le coup, je considère qu'il pourrait y avoir d'autres possibilités pour. Et puis, si on a un quelconque attache, un intérêt pour les territoires d'outre-mer, en réalité, c'est pas comme ça qu'on devrait agir. Je pense que les petits calculs qui sont faits là, il y a un tas de notes ministérielles qui circulent, qui s'est pas dévoilé au grand public, de petits décrets, de petites choses comme ça qui circulent à l'intérieur des ministères où, oui, on occupe un champ. Il faut d'ailleurs qu'on parle de plus en plus de nous. En tout cas, que dans les projets qu'on va inventer pour nous, on pense la partie outre-mer. Mais dans la manière dont on pense l'outre-mer, c'est jamais fait par nous. C'est jamais fait. On viendra jamais te questionner, toi, Mike, pour te dire, au fait, on a prévu tel ou tel truc. Est-ce que tu penses que ce serait bien pour, par exemple, la Martinique ou la Guadeloupe ou non, jamais on viendra te questionner. Mais il y a des spécialistes en tout qui vont imaginer un développement pour nos territoires sans que nous soyons consultés, sans que les nôtres de parlementaires puissent avoir à intervenir. Donc, mais c'est à eux de mener ce combat-là aussi, pour dire, mais attendez, le dispositif que vous allez prendre là, donc dans un débat national, il n'est pas approprié pour nos territoires des Outre-mer, nos territoires des Outre-mer. En partie, ils sont responsables de ça, tu as raison. Ouais. Mais encore une fois, je t'ai dit, la politique, c'est l'art et la manière de tromper. Hein. Donc ça veut dire que même... Oui, je sais que tu ne vas pas être d'accord avec moi. Oui, mais je vais maintenir ce truc-là parce que non, je veux mais dire je peux pas te laisser dire. Ça veut dire que tous les politiciens et les politiciennes sont... Voilà, ce sont des personnes verrouillées. Non, je peux pas te laisser dire ça sur cette antenne. Alors, la science... Alors, je veux bien te laisser dire que la politique n'est pas une science exacte. Elle n'est pas une science exacte, comme toutes les autres sciences d'ailleurs. Hein. Elle n'est pas exacte, mais... Alors, si elle est si inexacte que ça, je trouve dommage que, pour le coup, mon peuple, d'une manière générale, qu'il soit de Guadeloupe, de Mayotte, de La Réunion, de Kanaki, peu importe, mon peuple, qui vient des océans, a cette fâcheuse tendance de croire que la République va nous sauver de tout et va tout faire pour que ces enfants qui sont éparpillés vivent le mieux possible. Or, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de cette République, de cette belle dame, la République, en réalité... Ça sonne bien, le mot République. Oui, mais je n'ai rien contre. Hein. Je te le dis, il n'y a que nous qui y croyons. Ouais. Toi et moi, à la limite, je te dirais, nous sommes des fervents défenseurs de la République pour ce qu'elle a de plus beau à offrir. Mais qui, de l'autre côté, décide le pouvoir? Il n'est pas entre ton rêve à toi et le mien. Il est dans une réalité qui est très... je ne vais pas dire néfaste, parce qu'il y en a certains qui essayent de faire des choses bien, mais c'est des mesures... Elle est décimée. C'est parsemé, voilà. C'est infime. Donc c'est insuffisant, et à l'intérieur de cette belle République, il y a des gens qui agissent pour des intérêts qui ne sont pas, d'une manière générale, pour l'ensemble du peuple. Juste pour des petits groupes. D'accord. Alors moi, je tenais vraiment à vous recevoir donc, dans cette émission, les invités de Mike, parce qu'on avait prévu donc, de faire cette émission pour que vous veniez en parler donc, de ce pan de la vie chère, donc, de la cherté des billets d'avion. J'ai reçu plein de politiques, et j'ai reçu ici à vos places donc, Serva, Christian Baptiste, Béatrice Bellé, Serge Letchimy, et que sais-je, donc plein de députés et des élus, donc des personnes influentes, qui peuvent aller toquer et dire, regardez, ça se passe mal chez nous, est-ce que tu peux... Bon, on leur a posé la question, il n'y a rien eu. Maintenant, il y a une association qui est montée. Alors, j'ai une question pour vous. Association qui est montée donc depuis 2023, combien d'adhérents? À peu près une quarantaine, là. Quarantaine. Vous trouvez que c'est suffisant pour aller porter un combat au plus haut niveau? Non. Alors que nous sommes des milliers et des millions donc, à voyager tous les ans, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, partout sur tous les territoires d'outre-mer, et on monte une association pour combattre, mais quelque chose qui nous intéresse tous. Voilà, cette injustice au plus haut niveau. On n'est que 40 adhérents. Vous trouvez ça normal? Alors, c'est vraiment... Alors, il y a eu un autre combat, qui n'a rien à voir, mais c'était le combat le combat donc, contre le changement de statut pour les congés bonifiés. On a dit, ouais, mais bon, on veut passer de 2 mois à 1 mois. Quand il y a eu des manifestations à Paris, il n'y a personne. Quand il y a une cause qui nous réunit, qui nous rassemble, l'impression qu'il n'y a déjà pas de solidarité. On est d'accord, oui ou non? C'est vrai.
Alors, il y a eu la manifestation d'hier à Paris. Alors, peut-être avec le soutien de médias, voilà, on a réussi donc à mettre des milliers et des milliers de personnes donc, dans les rues de Paris, donc sur la période donc, du mois de novembre. Ok, très bien. Mais c'est un mouvement qui s'est essoufflé. On n'en parle presque plus. Et pourtant, il n'est pas mort. Ouais. Et pourtant, il n'est pas mort. Parce qu'il continue à exister dans tous les aspects de notre vie, je le redis. La vie chère s'exprime à tous les moments et c'est une violence qui nous est faite. Alors si on a pris l'habitude de courber les chines et d'accepter cette violence qui nous est faite sans réagir, je trouve que dans les formes d'expression d'aujourd'hui, alors ce n'est pas les mêmes militants qu'il y a quelques années, et le combat se déplace d'une autre manière. Aujourd'hui, on a l'avènement des réseaux sociaux, ce qui n'existe pas il y a comme en 2009, comme bien avant dans les autres combats. Donc il y a du changement. Certes, ce n'est toujours pas à la hauteur, mais est-ce que nous prenons conscience ou est-ce qu'on donc pour le coup on se libère des chaînes, des entraves qu'on a dans nos têtes pour réaliser, et c'est là que je demande à tous nos compatriotes, à tous les ultramarins de France et de Navarre, comme dirait l'autre, de mesurer le mal qui nous est fait systématiquement. D'accord, mais ça, qu'on le mesure, je pense qu'on le mesure tous les jours, hein, à juste titre. Oui, alors pourquoi on ne réagit pas? Mais cette conscientisation, enfin, ce militantisme dont tu faisais référence il y a quelques instants, mais c'est dégradé, c'est essoufflé au fil des années. Voilà, quand il y a une manifestation. Alors, il y a un ancien président qui disait, bientôt, quand il y aura une manifestation, on saura plus. Voilà, on n'en parlera même plus. Donc, le militantisme, mais il aura tout fait pour ça. On est en train de le détruire, à petit feu, mais... Oui, mais alors, je le redis, il y a des gens qui sont dans la politique et qui travaillent, et puis ils ne sont pas que dans la politique, parce qu'ils occupent des postes dans la société, d'une manière générale, qui leur permettent de jouer avec ce qui est légal, et donc les lois, les textes juridiques. Donc nous, le peuple, d'une manière générale, on te dira, normalement, nul n'est censé ignorer la loi. Mais toi, tu connais tous les articles de loi? Tu connais tous ceux qui devraient en tout cas t'intéresser pour pouvoir te défendre? Personne ne prend le temps de lire tout ça. Et il y a quelqu'un qui disait que, en tout cas, si on voulait dominer, il suffit de cacher la vérité au milieu de livres pour nous. La vérité sur ce qu'on nous fait comme tort, si on avait la possibilité de le découvrir dans un livre, je pense que tu prendrais le premier chapitre, tu trouverais ça sûrement un peu barbant et tu n'irais pas plus loin, or que c'est la première page du deuxième chapitre. Et c'est là qu'on commence à te dévoiler toute la vérité sur ce qu'on est en train de te faire, comment on est en train de te le faire. Et si jamais tu réagis de cette manière-là, ils ont déjà tout prévu. Mais comme tu ne veux pas aller lire jusque-là, eh ben, tu préfères baisser les bras et laisser le combat à d'autres. Ce combat-là, en réalité, il nous concerne tous, je le redis, il est intergénérationnel parce qu'il concerne nos gamins, les plus jeunes qui peut-être naissent ici, et encore, hein, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gamins, effectivement, de jeunes compatriotes qui sont enceintes et qui finissent par venir accoucher ici. Donc les enfants, en fait, on ne les déclare même plus chez nous. Notre population, elle est vieillissante, et ainsi de suite. Donc on a tellement de choses qui nous concernent, où on pourrait trouver de la place dans ce combat-là pour justement faire en sorte qu'il ait de l'écho et qu'il soit porteur d'autres choses. Qu'on se dit que, allez, les 40 adhérents de l'association Ultramarin d'Ubud, il y a quelques associations qui, dans leur corpus, en tout cas, ont l'idée de se battre aussi pour le billet d'avion. Donc, allez, grand maximum, si on est 1000 à se battre sur ces problématiques-là, on pense que c'est ces 1000-là qui vont réussir à faire en sorte que ça va baisser drastiquement. Non, je pense qu'il faut l'implication de tout un chacun des ultramarins concernés. Et tu le mentionnais par ta question, est-ce normal que pour un combat aussi important, on ne soit que finalement 40 dans une association comme Ultramarins d'Ubud? Ma réponse est clairement non, c'est insuffisant. Comme tu l'évoquais, après de 3 millions d'ultramarins, on devrait tous se sentir concernés et se dire que, à défaut, ça pourrait être une force politique pour contraindre aussi nos femmes et nos hommes politiques à agir. Alors, il y en a qui n'ont pas besoin de contraintes et qui font. Hein. Je ne dis pas que, contrairement à ce que tu aurais pu penser, que tous nos politiques sont mauvais. Et non, ce que je dis, c'est que... Je peux pas te laisser dire ça. Non, mais c'est ça que je dis. Ouais. Je dis bien que... Tu as raison de ne pas me laisser le dire. Ce que je dis, c'est que malheureusement, dans la tâche qui leur est proposée, qui est ardue, s'ils n'ont pas un bon bâton de pèlerin, s'ils n'ont pas de bonnes chaussures de marche, eh ben, ils s'y perdent. On les perd dans des dossiers et on ne les revoit plus. On a quelques sénateurs, par exemple, on en a, on va dire ça comme ça, qu'on ne voit même pas, quasiment.
Pourtant, on a été discuté avec lui, il n'y a pas de souci, hein, les choses peuvent se faire. Mais encore une fois, je pense que... il y en a deux par département. Donc, oui, ben, pour le coup, on en a vu un des deux. Ouais. La première qu'on a voulu voir, elle a préféré fuir la discussion, on va dire ça comme ça, mais je l'invite à nouveau. À chaque fois qu'on aura cette opportunité de discuter avec les femmes et les hommes politiques, je ne désespère pas de pouvoir les convaincre qu'ils doivent rentrer dans ce combat avec nous et que s'ils ont besoin de nous, c'est la proposition qu'on leur fait. S'ils ont besoin de nous, en tant qu'association, on est là. On est là pour faire voir ce qui d'habitude est masqué, ce qui est caché. Comment se fait-il que... mais pas avec 40 adhérents en même temps, non. Nous sommes bien d'accord. D'accord. Mais 40 adhérents à l'Assemblée nationale, ça se voit tout de suite. Hein. Ça se voit. Alors, justement, puisqu'on parle d'adhérents, comment fait-on si on veut adhérer donc, à votre projet? Il y a ce combat contre les billets d'avion trop chers. Est-ce qu'il y a un site internet, vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a un Insta, il y a un Facebook? C'est le moment, donc, on va grossir là. Vous allez voir que d'ici... on l'espère, on va même faire plus que ça. On est sur les réseaux sociaux, effectivement, Facebook, Insta, etc. Et on donne tout le temps notre email. C'est notre point d'entrée, on va dire. C'est l'email ultramarin-doubout@gmail.com. Ultramarin au pluriel, le tout collé, doubout en créole, @gmail.com. Et là, justement, on a même fait un appel à témoignages, puisqu'on essaie de récolter les différents témoignages des personnes qui voyagent, ce pourquoi ils voyagent, etc., combien ils ont payé par rapport aux années précédentes, histoire de voir, parce qu'on a des chiffres de toute façon sur l'augmentation des prix. Là, il y a encore une étude qui est tombée très récemment avec une augmentation de 25% sur la destination de la Guadeloupe, qui est la progression la plus forte dernièrement. Et donc, ils n'ont qu'à passer par l'email ultramarin au pluriel, doubout, le tout collé, @gmail.com, et pour leur adhésion. Et on sera ravis de les avoir. On a besoin également de coups de main, ne serait-ce que pour faire différentes choses, parce que sur la partie communication, sur la partie juridique, parce que tous ces combats-là, on essaie également de les porter, parce que tant qu'on reste, et ça on l'a remarqué avec notre travail, tant qu'on reste, et avec les autres associations avec lesquelles on travaille, tant qu'on reste sur la partie nationale, sur la partie France, les choses sont assez verrouillées. Et c'est en ça qu'on parle de cette partie captive. Quand on porte les choses au niveau européen, là, très souvent, on a quand même un résultat où les commissions européennes viennent toquer à la porte des gouvernements français et leur dire « Attention, il y a quelque chose qui ne nous paraît pas équitable, qui ne nous paraît pas juste. Ça serait bien que vous rééquilibriez les choses. » Maintenant, qu'ils exécutent ou pas, mais au moins, il y a des personnes des commissions européennes qui viennent frapper pour dire il faut une action là. Et en fait, pour ça, on a besoin de personnes qui puissent nous mettre sous format juridique, etc. C'est dans notre équipe, on n'est pas assez, on va dire, costaud de ce côté-là. Et donc, tout adhérent qui peut nous aider là-dessus est bienvenu. En même temps, Louis-Philippe Mars et André Bazin, en même temps, vous demandiez, vous criez haut et fort que les prix des billets d'avion baissent. Vous n'êtes pas entendu. Pour le moment. Ouais. Mais tu as raison, hein. Il faut le souligner. Ce n'est pas normal que ça mette autant de temps. Cela veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas une priorité. Je ferai... ce que dit Louis-Philippe est juste, mais dans ce parallèle qui existe, ou dans le en même temps qui caractérise la politique de la France, on en est à une situation qui est assez particulière, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités criantes qui existent pour, en tout cas, les ultramarins. Et cette fameuse charte sociale européenne, où, comme on l'a découvert récemment, le fait de ne pas avoir enlevé un article du panel juridique dédié de la France qui concerne les régions d'outre-mer, en tout cas les anciennes colonies, je parle du Code noir, ces choses-là qui ne sont pas enlevées, ces choses-là qui ne sont pas mis à plat pour justement dire que on fait peuple, on fait nation, et que ce qui s'applique, puisqu'on nous le vend comme ça avec l'article 73 qui concerne nos territoires, ce qui s'applique comme loi dans l'Hexagone, en France, s'applique de la même manière, inconsidéré parce que pas prévu de se dire qu'on est une région qui est assez particulière et que c'est pas comme ça qu'il faudrait voir. En fait, on est dans le même principe des colonies et on pratique toujours les mêmes manières. Donc il y a eu une étude qui a été menée, une enquête sur la vie chère.
on pourrait être considérés comme des sujets intéressants. En tout cas, quand je dis sujet d'étude, pour dire que on a pour le coup quelque chose qui s'est fait dans nos territoires. Il en sort ça. Voilà ce qui pourrait être présenté et voilà ce qu'on pourrait mettre face à la France pour lui dire vous devez réagir. C'est pas le cas. Le fait de ne pas avoir signé en fait cette charte européenne, cette charte sociale européenne, permet à la France d'appliquer une clause coloniale. Donc, à la limite, on est écarté des sujets. Donc, si on doit faire une étude justement sur la vie chère, on va s'intéresser à ce qui se passe en France métropolitaine. La France ou d'outre-mer est exclue de fait. Donc, toutes les inégalités qui s'y opèrent, à quel moment elles sont dites ? On a des femmes et des hommes politiques, comme tu l'évoquais toi-même, que tu as vu passer ici, qui sont censés être des gens brillants, qui auraient dû relever ça et dire c'est quand même pas logique qu'on en soit encore toujours à ça. Donc, systématiquement, nous, notre vie, elle est difficile dans les territoires, mais par contre, on ne retiendra que, et pourtant tu l'as évoqué aussi, hein, dire que la vie chère arrive aussi en France, métropolitaine et que tout le monde commence à payer un peu plus cher ses courses dans les grandes surfaces et on commence à réagir. Alors, selon les statistiques, on a 10 millions de personnes qui, en France, vivent au-dessus du seuil de pauvreté. En dessous du seuil de pauvreté. Sur 60 millions, même un peu plus, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Ouais. Ça fait beaucoup trop. Ouais. Alors, rappelle-toi, hein, l'article 1 et compagnie, tous égaux et ainsi de suite, ça nous fait sourire ou pas ? Ouais. Et je crois qu'ils ont même conclu que ça ne s'est... Enfin, là, ça a été un record. C'est un record. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, donc, en même temps, alors, on parle donc sur cette cherté donc, des billets d'avion pour la continuité, ou en tout cas donc, pour les échanges entre l'Hexagone et les différents territoires des Outre-mer. Mais quand je regarde bien un petit peu le temps, sur cette courbe, il y a 40 ans, 50 ans, le prix du billet d'avion pour venir ici en France était à peu près à 5 000 francs. Ça correspond à peu près à 760 €. Si je ne m'abuse, si je fais une bonne conversion, on te laisse les maths. Ouais. On est fort dans autre chose. Donc. Non, c'est ça. Oui, à peu près. À l'époque, on était à 5 000 francs. Pour venir en France, on était à 5 000 francs. Oui. 5 000 francs pour un billet d'avion pour la traversée. Aller-retour. Aujourd'hui, on est dans cette même proportion, si je ne m'abuse. Sauf que tu as oublié l'inflation entre-temps. Oui, mais on est à peu près. Donc, c'est le prix d'un billet d'avion, à peu près. On est dans les... Voilà. Alors, je veux entendre la suite du débat. Parce que, voilà. Par contre, c'est vrai que sur des périodes données, les périodes dites estivales, hein, juillet, août, particulièrement le mois d'août cette année, mais on nous dit que ce sont les conséquences des Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques, donc ceux qui ne sont pas partis l'an dernier doivent pas, qu'on avait réquisitionné, d'autant plus pour les JO, doivent partir cette année avec ceux qui doivent partir cette année. Donc ça fait boum, ça fait boule de neige, et il y a pas assez de place pour que tout le monde puisse partir. Enfin bon, moi je pense que c'est intox, mais on est sur le restant de l'année. On est sur des prix qui sont quasi statu quo. On inclut quand même Noël et Carnaval quand même dans ces prix assez hauts. Ouais. Et sur le reste de l'année, il y a des périodes qui peuvent être... on voit des périodes où il y a des promos par les tours opérateurs, par les compagnies qui descendent jusqu'à 600 €. Mais c'est vrai que c'est rare. Donc moins cher qu'il y a 40 ans ou 50 ans. Donc moins cher qu'il y a 40 ans. C'est possible. Ouais. Mais là, c'est vraiment des périodes où, comme André l'a expérimenté, sur juin, par exemple, quand il est descendu aux assises, où là, les avions sont vraiment vides, et là, il faut vraiment vendre les billets. Et sur ces périodes-là, il faut de toute façon qu'ils rattrapent. Donc, même les billets vendus à 600 lors des périodes où les avions voyagent à vide, quand il faut les rattraper, ben forcément, ils vont te vendre des billets. Là, cette année, personnellement, je voulais voyager au mois d'août. C'était 2 000 € par billet. On est 4. J'ai 2 enfants, ma femme et moi, à 2 000. Ouais. Il a fallu qu'on décale d'une semaine pour réussir à avoir des billets à 1 200, 1 300. Sinon, il faut voyager qu'avec la femme et puis laisser les enfants. Non, Ou alors l'inverse. C'était la boutade, oui. Pardon. 1000 excuses à ma femme. Mais alors, moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Est-ce que si demain, dans un futur proche, il devait y avoir une énième compagnie, une quatrième, pour ne pas... Voilà. Et qui proposerait donc des billets allant aux environs de 400, 500 €, est-ce que vous serez
prêts à faire campagne pour dire, ben voilà, on a quelqu'un qui nous a compris, qui veut nous aider et vers lequel il va falloir aussi... Alors justement, je te disais qu'on avait 2 axes de travail et qu'on milite justement pour ces 2 parties-là. Donc on a très clairement discuté de la partie politique et sur la partie économique. Il faudrait, et de toute façon, le seul moyen, on va dire, de casser ce système-là, c'est effectivement d'inclure une concurrence qui serait plus franche et qui permettrait, et cette concurrence-là, à coup sûr, elle aura notre soutien. D'accord. Et à ce moment-là, on dira, ben voilà effectivement quelqu'un qui rentre dans le sens du travail qu'on voudrait faire. Et à ce moment-là, on appellerait tout le monde et toute la population à donner avantage, on va dire, à cette partie-là. On essaie de se faire entendre également des autres compagnies pour leur dire, si vous jouez ce jeu, on va dire, opposé et à surenchérir, sachez qu'à un moment, vous allez perdre notre soutien. Il y a des commentaires très récents sur le fait que, effectivement, à force de monter, peut-être qu'ils vont perdre. Mais D'accord. bon, comme on l'a dit tout au début, de toute façon, on va toujours voyager, donc effectivement, c'est pas crédible. Mais André Bazin, Louis-Philippe, vous êtes d'accord à dire qu'aujourd'hui, il faudrait un 4e opérateur pour 4, 5, comme tu veux. Après, comme tu disais, c'est les créneaux. Mais en même temps, il y en a d'autres qui sont venus, qui se sont cassés les dents. Parce que quand on ne veut pas rentrer dans le système. On redit ça bien comme il faut, dans le bon langage qui va bien. Non, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. On a aidé des gens à faire en sorte que, justement, ceux qui proposaient des tarifs intéressants puissent se casser la gueule. On va dire ça comme ça. Parce qu'en réalité, ça fonctionne. La preuve en est, c'est que ça a existé. Donc, ça peut fonctionner. Mais quand on préfère privilégier c'est même plus du statu quo, là, on fait du lobbying de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est même pas la compagnie qui fait, elle va être aidée par un système étatique qui va faire en sorte que. Et ça, c'est bon. On n'est plus à ça, on ne doit plus être à ça. On doit permettre la libre concurrence dans ce sens-là, pour faire en sorte que des prix qui soient proposés soient les plus justes. J'entends bien, mais il faut bien se souvenir que le monde évolue. Alors, la recherche et développement sur les avions, il faut payer, ok, d'accord, mais quand les compagnies sont établies et puis que ça fait un paquet d'années qu'elles font de l'argent sur le dos d'une population, encore une fois, captive. Donc ça y est, l'argent, il est là, ils l'ont déjà. Donc pourquoi nous faire encore payer cette recherche et développement, ce kérosène qui aujourd'hui est utilisé, ce carburant, je ne veux pas dire kérosène, ce carburant qui est utilisé, mais qui est nouvelle génération, donc les avions... Les moteurs sont développés pour moins consommer. Le carburant est étudié pour, en tout cas, être plus efficace et plus propre. Et donc, on continue encore de nous faire payer, or qu'on a déjà payé le développement avant même qu'ils avaient pensé qu'il fallait développer pour ne pas polluer la planète. Ouais, mais ceci dit, souvent, bien souvent, et surtout chez nous, dans notre communauté, quand on a une 4e compagnie qui arrive, on nous dit ouais, mais bon. Ils vont finir arriver, nous pas connaître Joe, mais en attendant, on va rester chez les 3 autres. Ça c'est propre chez nous aussi. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Tu as raison de le dire. Tu as raison. Et c'est là qu'il faudra qu'on fasse. Tu as parlé de lobbying tout à l'heure, André, mais c'est vrai que c'est à nous de développer notre propre lobbying maintenant et d'essayer d'amener on n'est pas prêt d'avoir une 4e compagnie. Est-ce qu'aujourd'hui, donc... Pourquoi tu dis on n'est pas prêt? Non, alors... Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Je ne veux pas être défaitiste. Alors, je vais vous rejoindre. Est-ce qu'aujourd'hui... vous pensez qu'on a une manne financière suffisante dans la communauté pour créer une compagnie aérienne? On est de l'ère de l'utopie, messieurs, arrêtons de rêver. Attends, si c'est toi qui nous proposes de créer dans la compagnie, dans notre diaspora en tout cas, une compagnie aérienne, pour le moment, comme ce n'est pas quelque chose qui est ancré en nous, soit on se force à se dire que on provoque le changement et on veut que ce changement soit réel et on met les conditions pour que ça puisse réussir. Il y a des gens qui sont capables de faire. Chez nous, on a des gens qui sont capables de faire ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut que, justement, notre peuple, d'une manière générale, puisse suivre. Or, chacun continue à penser réellement que, à lui tout seul, dans son coin, il va réussir à se sortir des ornières qui sont tendues. C'est pour ça qu'on s'appelle Ultramarin d'Ubud. L'idée, c'est bien de réunir tout le monde. Alors, moi, j'ai une réponse contre pour vous. Oui. Alors, dans les 3 compagnies existantes, aujourd'hui, on a une compagnie avec des capitaux des Outre-mer, je ne me trompe pas, ça ne fait pas forcément baisser les prix. Mais encore une fois, je te le redis, il y a une situation d'oligopole et que alors, il faut voir qu'on est dans un monde concurrentiel d'une certaine manière et dans un monde commercial. Contrat commercial, si tu arrives à me faire chuter quelque part, je vais tout faire. C'est comme ça qu'ils discutent entre eux. C'est pas ma manière de te parler, Mike, je n'ai rien contre toi, mais c'est comme ça.
Si toi, Mike, tu es demain matin président d'une compagnie aérienne et que tu casses les prix au point de me faire mal économiquement, c'est parce que tu me fais mal économiquement que je vais devenir violent et brutal avec toi. Ouais. Donc, je vais te faire comprendre de toutes les manières possibles et imaginables, et c'est ce qui s'est passé pour une autre compagnie qui existait, on va te faire comprendre que sur ce créneau-là, ok, on veut bien te le laisser, tu vas pouvoir machin, mais tous les autres, c'est mort. Tu ne vivras pas. La violence, elle est là. Donc, on va tout faire pour te faire tomber. Donc, à un moment donné, vous êtes d'accord qu'il y a une espèce de consortium et que tout le monde se retrouve autour de la table, et puis le même gâteau, on se le partage équitablement, et puis on oublie la vie chère. On est d'accord? Oui, facilement. Pour eux, c'est facile. Hein. Pour des gens qui ont l'habitude de manipuler, en tout cas, et manipuler, j'entends bien, manipuler une certaine somme d'argent, c'est difficile pour eux de penser différemment. Donc, l'idée de se dire que même le gâteau qui aurait à partager déjà 3, c'est compliqué, on ne peut pas faire 50-50. Si je peux toujours avoir 51% et puis vous les deux autres là, vous qui êtes plus petits que moi, parce que moi ça fait plus longtemps que je suis là, je dois pouvoir avoir plus que vous. On a bien compris que, ok, on accepte la situation, chacun baisse les bras. Ils devraient tous batailler pour faire en sorte que les prix, en tout cas, qu'ils combattent le plus gros. Bon, mais là, comme il y a l'État derrière, personne n'a envie de s'affronter les milliers de trucs juridiques que pourrait mettre l'État en place. On n'a pas envie d'avoir une armée de juristes de la compagnie opposée pour pouvoir... Hein. Donc, en fait, tout le monde baisse les bras là-dedans. Et qui c'est qui se retrouve le dindon de la farce dans cette histoire-là? C'est toujours le peuple. Alors, finalement, dis-moi... Tu te sens un peu captif ou pas dans cette histoire? Non, mais du tout pas. Toujours pas. Toujours pas. Ils se sentent toujours pas captifs. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un parallèle, mais alors flagrant, qui a à faire avec la vie chère et ce qui se passe et la manière dont le système est mis en place sur nos territoires, sur la grande distribution. D'accord. Mais c'est le parallèle que j'allais faire. Donc, les billets d'avion, en quelques mots, donc en tout cas dans un lien très direct, c'est un peu le même système que l'alimentation ou les autres produits que nous consommons sur nos territoires. On est d'accord? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il y a un système qui est mis en place. Il y a du lobbying. Il y a des personnes qui sont chargées d'être garants que ce système reste en place, qui mettent en garde ceux qui essaient de faire changer les choses. Là, vraiment, c'est d'essayer de trouver la faille ou la manière d'attaquer justement ce système-là pour trouver quelque chose en parallèle, pour pouvoir créer cette concurrence sans subir la foudre qui viendra tout de suite derrière. Et là, c'est vraiment dans les deux cas, hein, que ce soit au niveau aérien, que ce soit au niveau de la grande distribution, la solution sera là. Et derrière, pour pérenniser ces solutions-là, il faut absolument l'adhésion de la population. Là, c'est vraiment l'un des points clés, c'est faire adhérer. Là, on parlait de personnes qui adhèrent à l'association, qui suivent, etc. Le point clé sera, dans les deux cas, sera qu'il y ait un maximum de personnes qui adhèrent et qui encouragent, ne serait-ce que sur la distribution, les personnes qui proposent des solutions parallèles, etc., de les suivre, de consommer avec eux, etc. C'est vraiment que la population, que la diaspora suivent, ça sera vraiment le point clé. Comment voyez-vous la suite du combat? Alors, la suite du combat, on voit très bien la chose de la manière suivante, qui est de se dire que soit on est en capacité effectivement d'avoir l'ensemble de la diaspora, en tout cas les à peu près 3 millions d'ultramarins qui suivent ce combat-là et qui donnent un coup de pouce à l'association Ultramarins d'Ubud. Donc potentiellement, comme tu l'évoquais Mike, on pourrait se dire que demain matin, on a la possibilité d'avoir une compagnie propre à Ultramarins d'Ubud ou d'un autre nom, sait-on jamais, qui permettrait de faire des voyages à des tarifs plus qu'intéressants. Ou alors, effectivement, c'est qu'on arrive à faire chuter les prix et que, à défaut, les tours opérateurs sont capables de proposer, parce qu'on enverra systématiquement l'ensemble de la diaspora vers elle, vers ces solutions alternatives, en tout cas, de manière à ce que on ait des tarifs qui soient proposés et qui soient à la hauteur de ce qu'attendent nos compatriotes. Et puis, je n'oublie pas que, pour le coup, on a eu une conversation assez intéressante l'année dernière, au mois de novembre, quand on a lancé nos débats avec les parlementaires, où on a justement de la part d'un assistant parlementaire qui nous évoquait la position des compagnies aériennes
en se disant qu'on est contraint de mettre des billets premium, ou en tout cas première classe plutôt, ou un peu plus cher que les autres dans des avions. Mais comme toi-même tu l'as évoqué, par exemple l'année dernière, pour les histoires de JO, personne n'est parti, ou en tout cas on a contraint beaucoup des nôtres à rester pour pouvoir contribuer aux JO. Et cette année, ils vont devoir partir. OK, il n'y a pas de problème. Et puis, de notre côté, il y a le volant qui était prévu pour cette année de gens qui doivent partir. Mais alors, si on est capable de mettre, allez, je vais pas dire 50% des billets d'avion, ou en tout cas des sièges à un certain tarif, pourquoi pas pour l'exception qui a eu lieu par rapport au JO et la demande particulière qui a été faite aux nôtres, eh bien pourquoi pas mettre tout l'avion au tarif le plus bas? Pourquoi pas? Ce serait une solution, ça aiderait. Mais encore une fois, je le redis, comme on nous touche au portefeuille, je pense que la première des réponses, c'est une forme de contre-attaque en disant que économiquement, il faut qu'on vous fasse mal pour que vous compreniez que ça fait un moment que vous êtes en train de nous tordre le bras. Donc l'idée de départ qui était de dire qu'on boycotte, eh ben soit on arrive à le faire beaucoup plus longtemps. Alors je reste dans ce qu'on s'était dit en disant que il est légitime que si on a des soucis de santé, si pour X motifs d'ailleurs exceptionnels, même ne serait-ce qu'on parlait des problématiques de vie chère et du vol. En même temps, l'exception restera toujours l'exception. On va te dire oui, mais là c'est pas santé, mais c'est autre chose. Et puis voilà. Moi, je pense que c'est pas très. Après, c'est l'honnêteté des gens. Je pense que nous, on se lance dans ce combat-là peut-être en étant un peu naïf, j'en sais rien, mais je veux croire que tout le monde s'aperçoit qu'on se bat pour nous tous, d'une manière générale. On a peut-être une facilité d'évoquer les choses et que ça ne nous dérange pas, donc on est capable de le faire avec n'importe qui. Maintenant, il faut que le peuple joue. En même temps, tout le monde ne voyage pas pour des raisons de santé. Le plaisir et le loisir chez nous, c'est primordial. On travaille un peu pour ça et voilà, les gens verraient mal que voilà, on a travaillé toute une année, on ne peut pas rentrer saluer la famille ou on ne peut pas rentrer se prélasser au soleil, prendre un bain de mer et un bain de rivière et rentrer donc après un petit mois de vacances bien mérité. Voilà, des fois ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et malheureusement ça coûte pour certains des nôtres. Tu évoques ça là, c'est très bien d'ailleurs. Ouais. On a un exemple dans les messages que l'on reçoit sur notre boîte mail ultramarindoubout@gmail.com d'une de nos compatriotes qui, pour le coup, a encore ses parents et ses grands-parents vivant sur le territoire, donc en Martinique. Elle est aide-soignante ici dans un hôpital ou infirmière dans un hôpital en province. D'accord. Et on lui fait comprendre qu'elle n'a plus de raison, puisque ça fait plus de 10 ans qu'elle vit ici. Donc, il n'y a plus personne qui existe. On a décrété qu'elle n'avait plus de famille, que sa famille se trouvait forcément ici, en métropole. Donc, c'est pour te dire toute la violence qui est faite aux nôtres pour faire en sorte que plus jamais ils ne puissent retourner dans leur territoire de naissance et faire en sorte que leurs enfants qui naîtraient ici ne puissent jamais avoir de lien avec leurs parents, leur parenté et ainsi de suite. Donc je pense que il y a plein de motifs qui feraient que toi et je dis toi, j'en sais rien, hein, Mike. Tu es fonctionnaire. Allez, je parle à la caméra. Tu es fonctionnaire, tu es concerné, même si tu essayes de faire en sorte de partir et d'avoir quelques congés bonifiés, mais tu veux partir au moins cher possible. Pas de problème. Peut-être que ton administration va pouvoir payer, en tout cas va vouloir jouer le jeu jusqu'à un certain point. Louis-Philippe, par exemple, il est dans une entreprise où il n'y a pas de participation. Donc, il est obligé de se démerder. Donc, quand est-ce qu'on va lui proposer quelque chose d'intéressant? Si systématiquement, encore une fois, tu évoquais, c'est toujours les mêmes qui profitent des bons tarifs, c'est pas juste. C'est pas juste. Moi, qui suis dans une forme d'administration où de temps en temps, il y a une prise en charge qui est assurée, oui, ça peut aider, mais ça n'empêche que la vie chère commence par le billet d'avion, et puis une fois que tu as atterri de l'autre côté, tu fais comment pour te nourrir ou te loger? La vie chère continue. La vie chère continue en permanence. Et puis il faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quelque part, le SMIC qui était dévolu pour les territoires d'outre-mer était inférieur à celui qui était appliqué ici. Donc la vie chère, c'est tout le temps qu'on le vit, et on n'en a pas un peu marre de cette situation? Alors moi, je rêve d'égalité. Je rêve de ça, mais elle ne s'applique jamais pour nous. Ben justement, tu disais, ta question, c'était qu'est-ce qu'on voit encore pour l'avenir, mais c'est de continuer à porter... La suite du combat, ouais. La suite du combat, c'est continuer à porter
au point de vue politique, de dire que le compte n'y est pas sur cette égalité, cette promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité, on ne l'a toujours pas. Et donc, il faut que ça continue, il faut qu'on ait une vraie délégation de services publics quant au transport des marchandises, et c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle des personnes, mais la continuité... Des personnes et des marchandises. Des personnes et des marchandises. Il faut qu'il y ait vraiment cette délégation de services publics, une vraie, une réelle, qui garantit cette égalité entre tous les Français. Et donc là, on parle des si vous deviez être reçu dans un ministère, donc notamment celui des Outre-mer, donc dirigé par Manuel Valls, vous demanderiez les états généraux donc, de cette situation sous la vie chère on pourrait même demander un sommet France Outre-mer de manière à mettre à plat tout ça, et puis à discuter des bonnes choses qui vont bien. L'un de nos rêves les états généraux, donc ça reflète des problèmes, des dysfonctionnements qu'il y a entre nos régions d'origine et l'Hexagone. Sauf que Mike, si tu suis un peu l'actualité, même si c'est brièvement ou en tout cas de très loin, tu t'aperçois qu'il y a une forme de réunion, de consensus pour dire qu'on va régler les problèmes des Outre-mer, mais on va faire ça de manière séparée. D'accord. On va faire ça de manière séparée. Donc, on a eu les Kanaks, on a eu les Guyanais là récemment. Peut-être que demain matin, ce sera la Martinique. Et puis qu'après-demain, ce sera la Guadeloupe. Et puis pas la Guyane, mais la Réunion et ainsi de suite. Donc, en fait, on éclate de manière à pouvoir gérer, soi-disant. Or que la problématique, et pour le coup, on a un diviseur, ou en tout cas un dénominateur commun pour les histoires de vie chère, et même ne serait-ce que pour les billets d'avion, on a toujours un qui est la compagnie nationale, qui est toujours présent, on a toujours un dénominateur commun, et on ne fait rien pour traiter la problématique d'une manière globale. D'accord. C'était la priorité donc, du ministre des Outre-mer, donc nouvellement élu, Manuel Valls, qui disait « on va prendre à bras-le-corps, on a compris le problème, et on va taper où ça fait mal ». Tu crois, toi ? Je te re-questionne sur le politique. Mais je te dirais, Manuel Valls, Premier ministre, qui avait en charge les politiques du territoire, d'une manière générale. Sous son égide, même s'il y avait un ministère de l'Outre-mer, mais Premier ministre. Qu'a-t-il fait de bon pour ces territoires quand il était Premier ministre sous le gouvernement Hollande ? Enfin, sous la présidence mais là, Hollande. Il avait tout le territoire. Or, aujourd'hui, il est ministre d'État et il a une partie du territoire. C'est peut-être plus facile à gérer. Rappelle-toi ce qu'il vient de faire aux Kanaks, juste là, il n'y a pas si longtemps que ça. On se souvient que les Kanaks, ils avaient une histoire de 3 référendums pour pouvoir décider de leur avenir. Le dernier référendum, on en pense ce que l'on veut, et je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais simplement pour dire que le peuple demandait un certain nombre de choses, dont le respect. On est toujours dans ces histoires de respect qui n'arrivent jamais. Et il en est sorti des violences comme pas possible, avec beaucoup de jeunes Kanaks qui sont morts par balle. La proposition qui est faite après moult tergiversations avec les parlementaires de Nouvelle-Calédonie, ça a été là, aujourd'hui, d'annoncer aux gens, on va vous demander d'attendre 15 ou 20 ans supplémentaires. Tu penses que c'est juste ça, cette proposition ? Juste et respectueux. Je pense qu'il y a une forme de mépris. Alors peut-être que c'est pas son intention, mais en tout cas c'est ce que ça renvoie. Et pour nous, je pense que il va aller du. Alors c'est vrai qu'il a affiché un certain nombre de volontés. Oui, on peut le dire. Oui, tu as raison. Ça vous fait sourire. Ça vous fait sourire. Non, ça fait sourire parce que tout à l'heure, quand tu disais à André, je ne peux pas te laisser dire, je te disais enfin Mike, parce que effectivement dans notre association. On a ces deux parties et c'est très bien. Et on aspire à ce que la communauté, notre société, soit justement faite de plusieurs voix et que ces voix puissent discuter pour faire avancer les choses. Donc effectivement, tu as ceux qui sont un peu, peut-être que je peux appeler ça de la naïveté, où moi je me dis, bon voilà, il y a des choses qui sont dites, essayons de voir là où ça peut nous porter, essayons d'y adhérer. Et puis après, il y a d'autres voix qui se disent, c'est peut-être un peu plus de la poudre aux yeux et ça n'aboutira à rien. Donc je suis partisan de me laisser un petit peu emporter par ce qui est dit. Il y a des volontés de faire. Maintenant, c'est à nous effectivement d'essayer de pousser, parce que ça peut être une volonté et puis on va dire il n'y a pas les moyens derrière. Il manque le ressort. Mais si derrière il y a des associations, il y a des personnes qui poussent, peut-être qu'effectivement ailleurs
de la part du président de la République ou d'autres ministères qui vont dire effectivement, par exemple, de la partie sociale, de la partie économique, qui va rejoindre et qui va aller dans le même sens que le ministère des Outre-mer et pourra faire avancer un certain nombre de choses parce que toutes ces inégalités-là, je le répète encore, ça touche vraiment tous les pans de la société sur la partie sociale, sur la partie environnementale, sur la partie économique. Si toutes ces personnes-là, on arrive à leur faire entendre qu'il y a une inégalité dont peut-être ils ne perçoivent que la partie émergée et que s'ils prennent vraiment le problème à cœur et à corps, on fera avancer les choses tous ensemble. Peut-être que j'aime à penser que ça peut faire avancer en croyant aux paroles données. Mais je ne suis pas non plus si naïf que ça de penser pas de perles papa. Non, il ne rêve pas tout éveillé en tout cas. Je ne rêve pas. En tout cas, on veille au grain pour qu'il ne tombe pas complètement dans cette poudre magique déverserait et ministre et président de la République. Mais Mike, je tends la perche, enfin tu me tends une perche quelque part, et oui, nous profitons, puisqu'on a cette possibilité sur ce canal de Télé Antilles, de dire au ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls, que oui, nous l'attendons, nous souhaitons le rencontrer, mais pas que lui. Si le président de la République, Emmanuel Macron, a envie de discuter avec nous, nous sommes partisans. Peut-être qu'il regarde cette émission. Ah, mais c'est voilà. Jamais, Mike. Tu es peut-être un influenceur que tu ne sais même pas. Que tu ignores. Donc, voilà. Bon, je viendrai avec vous. Écoute, je pense même qu'on va faire le forcing pour que tu sois présent, parce que ça permettra au moins que pour l'ensemble de nos compatriotes, les choses soient dites et sues, qu'il y ait une forme de transparence là-dedans, et qu'on n'ait pas de problématique à se dire tiens, ceux-là on va les nourrir grassement en leur donnant un petit billet par-ci, ils vont voyager en première classe et puis ils abandonneront le combat. Non, pour moi en tout cas... c'était une question que j'avais mais vraiment je voulais vous poser tout à l'heure. Je me suis dit mais demain on vous met très à l'aise sur toutes les compagnies nationales, donc vers les Outre-mer. Peut-être que ce combat que vous êtes en train de mener, donc pour lequel vous avez pris vos bâtons de pèlerin, peut-être que dans 2-3 ans on vous verra plus dans le paysage. C'est le sens de la vie, Mike. Ouais. Je te dirais que la vie, il y a un souffle, le monde respire, et que possiblement demain matin, sans souhaiter de mal à qui que ce soit, nous fermions les yeux ou qu'il nous arrive... Non, mais il y aura du André, bon, finalement, tu veux combat, mais quand tu veux partir au pays, bon voilà, tu as 5, 6, 10 billets à l'année, tu fais ce que tu veux, tu donnes à qui tu veux... Mais nous parlons de son encore. Tu souris, hein. Il aurait espéré en chat et puis beaucoup. Ouais. Parce que là, pour le coup, là, il verrait ce qui nous applique en permanence. C'est un juste retour des choses. C'est-à-dire que mon peuple passe avant tout. Je le dis, je ne suis pas un politicien, je n'ai pas un chien, mais je considère que, quelque part même des fois... Plus d'un a dit ça. Non, là-dessus, Mike... Plus d'un a dit ça. Oui, Mike, mais tu passeras avant moi. Plus d'un a dit ça. Mike, je t'offrirai même le billet première classe s'il me l'offre, pour dire je donne ce billet-là à Mike qui le mérite plus que moi. Bon. Parce que je ne suis que pour le moment qu'un serviteur d'une cause. Et tant que les miens n'ont pas obtenu... Mike, on a une équipe de militants qui sont vraiment, vraiment militants et qui sont là vraiment pour s'engager pour le peuple. Là, on te le dit, on le dit face à caméra, on est vraiment là pour... D'accord. En tout cas, je vous encourage vivement. C'est pour ça que je vous ai reçu dans cette émission aujourd'hui, donc les invités de Mike. Merci de votre présence. Merci d'être venu parler donc de Ultramarins d'Ubud, cette association qui existe donc depuis fin 2023, début 2024, donc qui se bat donc... avec ses armes, ses petites armes, mais qui... on a les bras costauds. mais qui est là pour se faire entendre. Vous défendez donc cette cherté donc des billets d'avion vers nos territoires des Outre-mer. Merci à vous, merci à André Bazin qui est donc le président donc, de cette structure associative, et Louis-Philippe Mars qui était nos invités aujourd'hui dans cette émission. Messieurs, écoutez, on vous souhaite un bon combat. Paladje, comme on dit, c'est pas autant. On va même faire plus que ça. Alors, on va encore profiter de toi, on va abuser de ta gentillesse en disant qu'il y a la pétition qui est toujours en ligne sur la plateforme change.org. Vous tapez stop billet d'avion trop cher, vous allez voir de toute façon, c'est pas compliqué. Vous allez tomber sur une pétition avec plus de 39 000 de signatures. Donc, n'hésitez pas, signez-la, partagez-la.
On vous demande pas de faire de dons à qui que ce soit sur cette plateforme-là, mais en tout cas, si vous avez envie de venir dans l'association Ultramarins Debout, il y a aussi Hello Asso qui permet de nous rejoindre et d'adhérer à l'association. Donc, pareil, vous trouvez sur Ultramarins Debout. On donne ce qu'on veut ou il y a un droit d'adhésion? Il y a un truc d'adhésion, mais il y a aussi une participation. On peut faire du don pour le coup. Donc, on peut être bienfaiteur. Voilà, on peut être bienfaiteur. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, on est en train de réfléchir peut-être. Enfin, c'est le président qui dit ça. Je vais sûrement imposer ça à l'équipe quelque part, de dire que effectivement, on a des étudiants. On parlait de taxes sur les billets d'avion, pour le coup, la TSBA, la fameuse taxe Chirac ou ferroviaire, qui fait que pour le coup, imaginons que éventuellement, Mike, tu habites en province. Tu es obligé de prendre, parce qu'il n'y a pas de vol qui part de province pour aller chez toi en Martinique. Tu es obligé de monter sur Paris, donc tu prends un train. Donc tu as déjà payé une taxe sur le ferroviaire pour prendre le train pour monter jusqu'à Paris. Quand tu vas prendre l'avion, quand tu as pris ton billet d'avion, tu paieras encore une taxe sur le train que tu ne prendras pas, puisque tu as pris un autre mode de transport là, pour le coup, l'avion, pour pouvoir voyager. Donc tu vas payer à nouveau cette taxe. Et puis quand tu vas revenir, tu feras à nouveau 2 fois la taxe. Donc combien de fois tu auras payé et est-ce qu'on trouve ça, pour le coup, équitable et juste de pratiquer ce genre de choses-là? Et ça concerne pas mal de nos jeunes étudiants. D'accord. Et on sait très bien qu'ils ont beaucoup de difficultés financières. Donc, quand est-ce qu'on va commencer à réagir tous, autant que nous sommes, pour considérer que ce combat-là nous concerne? Enfin, la taxe, aussi dit tout ce qu'on achète en France, c'est la TVA et tout est taxé. On n'a rien à dire. C'est un peu comme ça. On est le pays le plus taxé au monde. Ouais. Je pense qu'on paye déjà assez de taxes et qu'on n'a pas besoin de rajouter ça là. Mais aussi avec un volet social très important, aussi, il faut le dire. Tout à fait. Bon, merci à vous. Voilà, c'est ainsi qu'on achèvera ce débat très, très intéressant, très ouvert, donc avec l'association Ultramarins Debout dans cette émission entièrement réalisée par Peggy Ladéon, qu'on salue à nouveau. On salue Daniel Borilla, notre directrice des programmes, Lady Sly, notre community manager. On salue Jean-François Saint-Louis. C'est le monsieur qui mettra tout en œuvre pour que cette émission soit regardée et sur les réseaux et également sur toutes les chaînes de Télé Antilles, que ce soit sur Free, le canal 932, Orange, le canal 398 et sur Bouygues, le canal 407. André Bazin, président, Louis-Philippe Mars, vice-président donc d'Ultramarins Debout, qui était nos invités aujourd'hui dans cette émission, les invités de Mike. Un petit coucou salutaire à Marie-Jo d'Argenteuil, que j'ai oublié de saluer, qui est également donc une fidèle téléspectatrice de Télé Antilles. Elle regarde toutes les émissions et on voudrait, voilà, un petit peu souffrante, on voulait lui faire plein de poutou, comme dirait. Donc voilà, force à toi. À très vite. Merci, Monsieur le Président. Le mot de la fin. Le mot de la fin, eh ben, on ne lâche pas le combat et puis on est avec vous cet été en tout cas et un peu partout. Mais venez nous retrouver, venez avec nous. On a plein de choses à partager avec vous et on aimerait aussi que vous donniez un peu de ce savoir que vous avez, qui est enfoui au fond de vous et qu'il faut faire émerger justement pour que ce combat-là, en tout cas, soit gagnant. On va fructifier tout ça. Donc, on rappelle les différents réseaux sociaux sous lesquels on peut vous joindre avec Louis-Philippe Mars. Oui, on est sur Facebook, Instagram, TikTok. Sur le TikTok, on a un hebdo. Donc, tous les jeudis, on est sur TikTok. On a un direct, on a un live. Sur Hello Asso pour l'adhésion et pour les dons. Et puis, par email pour pouvoir adhérer ou communiquer avec nous et également témoigner sur vos difficultés ou en tout cas ce que vous vivez sur cette thématique spécifique des billets d'avion. Merci à vous, merci d'être resté donc avec nous pour toute cette émission. Donc oui. J'allais encore profiter de toi, mais comme pas tu de as moi, de l'antenne. Oui, de l'antenne. Mais non, mais de ta générosité qui est sans borne, sans limite en réalité, pour dire que effectivement nous sommes à la recherche de gens compétents dans le domaine juridique, dans le domaine de la communication, dans l'économie, dans les statistiques, tout ça, parce que en réalité, nous ne voulons pas laisser le ministre ou le président de la République sans éléments qui permettraient de nourrir sa réflexion. Factuel, voilà, on prend avec un dossier factuel. Voilà les preuves, voilà les chiffres. Il faut y aller, et hormis la tchatch qu'on a facile, ça c'est pas un problème, mais pour le coup... il faut des données chiffrées. Il faut des données chiffrées, et on a besoin de gens qui seraient capables de nous mettre ça bien comme il faut, même si c'est des jeunes étudiants, il n'y a pas de problématique, et
Association, on peut prendre des étudiants. Et puis entre nous, ça pourrait faire l'objet d'une thèse pour un examen, pourquoi pas. Donc un master 1 ou master 2, donc une thèse sur les prix trop élevés des billets d'avion vers les Outre-mer. Exactement. On a déjà eu une étudiante qui nous avait contacté là-dessus et effectivement, ça peut faire l'objet d'une thèse. Voilà. Donc soyez les bienvenus, en tout cas, on a la porte grande ouverte pour vous à Ultramarin d'Ubud. Merci à vous, merci Hervé Bazin, merci à Louis-Philippe Mars d'être venu dans cette émission. On vous donne rendez-vous, mesdames, messieurs, prochainement avec d'autres invités. Et si vous souhaitez, comme Hervé Bazin, encore Louis-Philippe Mars, être avec nous sur le plateau, les invités de Mike @gmail.com, les invités de Mike @gmail.com pour nous rejoindre donc, dans cette émission. Profitez bien, prenez soin des vôtres. Prenez soin de vous et on vous donne très prochainement rendez-vous sur Télé Antilles. En attendant, voilà, profitez, bonne fin de journée ou de soirée et à très vite sur Télé Antilles. Et sachez-le, notre devise qui restera donc la même, c'est de rester plus près de vous. À très vite. Merci. Merci.